Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la suite de la première vidéo qui avait été publiée sur le langage de l'image, et là on va parler de la simplification des images. Alors en fait c'est pour aider un petit peu le travail du photographe, on va évoquer la simplicité dans la pratique photographique. Également, au travers du minimalisme, on va comprendre les mécanismes, et puis bien sûr, la Gestalt, dans la première vidéo, nous avait expliqué un certain nombre de fonctionnements du cerveau par rapport à sa lecture de l'image, et on va reprendre un petit peu tout ça pour en arriver à la théorie du coloriage qui permet de comprendre comment fonctionne l'image dans le cerveau de la personne qui regarde votre image. Voilà. Donc, si on commence un petit peu à faire un résumé de ce qu'est la simplicité au travers du regard de tous les artistes, on s'aperçoit que tout le monde recherche la simplicité, que ce soit Isaac Newton, Léonard de Vinci, Frédéric Chopin, Maurice Béjart, etc., etc. Et on verra que dans la théorie du coloriage, la simplicité est indispensable à la publication d'une image. Dans le mouvement Bauhaus, sur lequel nous allons revenir, qui est le mouvement qui a créé le courant minimaliste, la devise est « less is more », c'est-à-dire « moins c'est plus ». Alors là, j'ai fait une espèce de résumé. Alors là, les spécialistes de l'histoire de l'art vont m'en vouloir, forcément, mais j'ai pris quelques points clés de l'histoire de l'art, avec d'une part, d'un côté, l'art figuratif, et puis de l'autre côté, l'arrivée sur l'abstraction. Alors, quand on regarde un petit peu l'art primitif, qu'on voit ici tout en bas à gauche, les premiers dessins dans les cavernes, etc., on s'aperçoit qu'on est déjà dans la stylisation. La stylisation est une manière de simplifier son image. Dans l'art égyptien, on est toujours dans un dessin qui est assez simple, où on ne détaille pas trop le sujet, et arrive ensuite l'art gothique, puis l'apogée du détail, l'apogée de la représentation du réel, avec l'art classique, une manière académique de regarder son environnement. Ensuite, eh bien, on s'éloigne de nouveau du figuratif un petit peu, en enlevant du détail, en étant plus dans l'impression, c'est le fameux impressionnisme, où là on retrouve des peintres comme William Turner, Claude Monet, etc. De nouveau, en continuant un petit peu dans l'histoire de l'art, on retrouve la stylisation avec le cubisme, et puis dans l'art déco, on a aussi une recherche de la simplicité, on est plus près du trait que du détail, voilà. Et enfin, quand on sort de l'art figuratif, on a évidemment l'abstraction. Alors l'abstraction, il n'y a plus aucun élément à l'intérieur de l'œuvre qui soit représentative de quelque chose de réel, voilà. Donc alors après, c'est l'imagination qui travaille, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors bon, j'ai, par provocation, j'ai dit les différentes religions de la simplicité. Donc dans les arts plastiques, il y a le mouvement japonais, zen, il y a le minimalisme, donc on va le voir. L'abstraction, donc on peut ne pas aimer l'abstraction, c'est pas un aboutissement total, l'abstraction. Il y a des gens qui aiment le figuratif, qui préfèrent le figuratif à l'abstraction, et puis bien sûr la stylisation, etc. Dans photographie, il y a des recherches qui sont faites vers une stylisation, avec le Heike, le Loki, Heike, Loki, voilà, et puis bien sûr le noir et blanc, qui est une forme de simplification, puisqu'on fait abstraction des couleurs. Alors, dans le mouvement minimaliste, vous avez ici l'architecte qui est un peu le chef de file de ce mouvement, qui est né en 1965, et qui a comme devise « less is more », moins c'est plus, et on va voir c'est plus de quoi. Alors, l'abstraction, on la retrouve aussi en photographie, bien sûr. Ici, j'ai mis une peinture de Pierre Soulages, où il y a une peinture non figurative, simplement des lignes et des traits. Et puis de l'autre côté, on a une photo d'un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carlos Caicedo. Et là, quand on arrive sur une photo comme ça, on ne sait pas ce que c'est. Voilà.
Alors moi je sais ce que c'est, puisqu'il fait toujours la même chose, mais a priori, quand on regarde une photo comme celle-ci, on ne sait pas ce que c'est. En fait, il s'agit en fait d'assemblage de feuilles de canson, de feuilles de papier à dessin. Alors quand on parle de la stylisation, on est obligé de parler de reparler de Picasso, hein, avec ce fameux taureau qui a évolué de décembre à janvier 1946. Donc, comme vous le voyez, donc, Picasso est parti d'un taureau, et puis, à force de simplification, il en arrive à avoir un dessin stylisé, en fait, du taureau. Il n'est pas encore arrivé à l'abstraction, hein, il est encore dans du figuratif, mais il a fortement simplifié le dessin. Évidemment, ça nous renvoie vers l'art primitif, avec ces fameux animaux peints dans les grottes. Voilà. Sur le côté droit, vous avez une stylisation qui est faite là, en l'occurrence à la peinture ou à l'encre. Voilà, donc on enlève les détails et on ne garde que les traits principaux. Donc le high key en photographie consiste à n'avoir que deux couleurs, le noir et le blanc, et d'avoir peu de sujets en fait sur sa photographie. L'inverse, c'est le low key. C'est la même chose, mais là, pour le coup, les noirs sont dominants et les blancs moins. Alors, le noir et blanc, évidemment, c'est aussi une simplification par la couleur. Donc là, en l'occurrence, sur cette photo, on a à la fois une simplification par le contenu de l'image. Il y a très peu de choses, très simples, des lignes géométriques. Et puis, évidemment, on a encore simplifié cette photo par une couleur monochrome. Alors, dans le mouvement zen, eh bien, il y a 7 règles, et on peut en détacher une qui s'appelle le Kanzo, je ne sais pas si je prononce très bien, qui vise la simplicité, la modestie, hein, voilà. Donc, c'est une approche minimaliste de l'art. Là, j'ai mis une photo qui est éminemment simple, hein, il s'agit d'une espèce de câble d'acier, là. Pour vous mettre juste en référence le commentaire de Constantin Brancusi, qui est un sculpteur roumain, comme vous pouvez le voir, et qui dit « La simplicité n'est pas un but dans l'art, mais on arrive à la simplicité malgré soi en s'approchant du sens réel des choses. » Voilà. Donc c'est pas effectivement c'est un moyen de pouvoir exprimer plus simplement, c'est le cas de le dire, ou plus efficacement un sentiment, une émotion, etc. Alors, est-ce que la recherche de la simplicité, c'est une posture d'artiste, une figure en quelque sorte, ou plutôt un réflexe inné? En fait, il s'agit plutôt d'un réflexe inné, et on va voir pourquoi. Donc, je reviens un petit peu sur le langage de l'image, puisqu'il y a des éléments qu'on va reprendre ici, pour arriver à la théorie du coloriage. Donc j'avais pris dans la première vidéo une espèce de métaphore où je désignais à partir de l'homo sapiens l'homo clic-clac, qui est donc le photographe, et l'homo rétinien, celui qui regarde la photo. Donc ce fameux homo clic-clac possède un inné et un acquis. Alors je vous renvoie toujours à la première vidéo, hein. L'inné, c'est ce qu'il a à la naissance, hein, et l'acquis, c'est la culture, les apprentissages qu'il a pu faire. Donc ce fameux émetteur, hein, puisque dans un schéma de communication classique, le photographe est l'émetteur du message, l'image évidemment est le message, et l'homo rétinien, lui, est celui qui réceptionne le message, qui lui-même possède un certain nombre de réflexes innés et de culture personnelle et d'acquis personnels. Alors, on avait vu dans le langage de l'image qu'on partait d'une image de départ, que la personne qui regarde l'image et l'intention de départ du photographe est filtrée par la personne qui reçoit l'image et réinvente en fait l'image, complètement ou partiellement, à partir de sa partie innée, de sa partie acquise. Et donc en fait l'image finale, l'image vue par l'homo rétinien, eh bien c'est une image qui peut être très différente de l'intention de départ du photographe. Alors, on va un petit peu plus loin, donc dans le processus de lecture de l'image, donc on a vu, il y a l'inné et l'acquis, voilà, et puis en fait,
la manière dont l'homo rétinien va regarder une photo est en 3 étapes. Donc il y a une première étape qui est l'étape de la perception, donc c'est une perception globale de l'image, hein, contrairement à ce qui se raconte beaucoup sur Internet, il n'y a pas de lecture de droite à gauche, ça a été prouvé que bon, mais même, malgré tout, sur Internet, ils continuent à penser et à divulguer cette information comme quoi une image procède du sens de lecture, de l'écriture, alors en Orient dans un sens, en Occident dans l'autre, mais c'est absolument pas vrai, ça a été prouvé, enfin bref. Donc quand on arrive sur une image, on a une vision globale, et d'un seul coup, on va focaliser sur un élément qui va être l'entrée, et à partir de cet élément, on va commencer à regarder les autres éléments de l'image. Donc cette phase de perception, donc on voit l'image globale, on va mettre, après on prend conscience des éléments qui sont à l'intérieur de l'image, donc on va les mettre en relation, c'est-à-dire que interaction entre... Et ces interactions entre les objets, les signes, hein, en fait, hein, les sémiologues parlent de signes, entre ces signes va être traduit par l'homo rétinien à partir de son inné, de son acquis, c'est-à-dire à partir de sa culture, voilà, et il procédera d'une manière instinctive à une simplification, puisque le cerveau a besoin de simplifier énormément ce qu'il voit. Alors pour vous donner un exemple, si on prend un photographe qui se déplace dans une ville, on sait à peu près que l'œil enregistre 24 images par seconde, enfin l'équivalent de 24 images par seconde. S'il se balade pendant 2 heures dans la ville, chacune de ces images comprenant environ 10 signes, hein, 10 éléments, donc ça fait 24 images fois 10 éléments, ou signes hein, pour les sémiologues. À la fin du périple de ces 2 heures-là, il aura traité 14 400 signes à la minute, 14 400 signes à la minute, et au total, sur les 2 heures, il aura vu 1,72 million de signes qu'il aura analysés, etc., au travers de 172 000 images. Donc on voit bien que le cerveau est obligé d'emmagasiner une quantité énorme de données. Donc le réflexe premier du cerveau, pour pouvoir digérer cette montagne de données, eh bien il trie, il rationalise, il organise, il regroupe, et c'est ce qui est expliqué, je vous renvoie encore une fois à la première vidéo, par la Gestalt, où en fait le cerveau aime les choses simples pour pouvoir les traiter plus facilement. Donc naturellement le cerveau est tenté d'aller vers la simplicité. Alors, ce processus de simplification, eh bien, on peut le matérialiser un petit peu comme ça. Donc, on voit ici en rouge la zone du photographe. Donc, lui, il part de la complexité, hein, puisqu'il a en face, autour de lui, des millions de possibilités d'images qu'il va pouvoir capter. Donc, il va en choisir une. Donc, il va simplifier, réduire, en faisant un cliché. D'accord ? Et donc, à partir du moment où il a fait le cliché et qu'il le montre à l'homo rétinien, l'homo rétinien, lui, va faire son processus de réduction, où il va simplifier, trier, organiser avec le modèle Gestalt, et puis il va proposer, une fois qu'il aura simplifié, repartir vers la complexité. Et c'est là où intervient la théorie du coloriage. Alors la théorie du coloriage, c'est quoi? Bon, je vous ai pris, alors, c'est ma propre vision, hein. Je vous ai pris deux coloriages. Donc d'un côté, vous avez à gauche un mandala qui est déjà colorié, hein, avec toutes les couleurs, et puis de l'autre côté, un panda qui est, pour le coup, lui, pas colorié. En fait, le choix du cerveau va aller, bien évidemment, vers le panda, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un animal qui est sympathique, pour lequel on peut avoir une certaine affection, qui peut faire partie de ma culture, etc. etc. Ensuite, il propose un dessin plus simple que le mandala. Hein, si vous regardez dans le mandala, il y a énormément de détails, hein, c'est assez complexe. Alors, ça plaira quand même au cerveau parce que c'est géométrique. Donc il sera quand même attiré par le mandala, mais il fera le choix du panda parce qu'il lui laisse la possibilité de colorier et de choisir ses couleurs à l'intérieur
de l'image. C'est ça la théorie du coloriage. C'est que si vous mettez trop d'évidence, si vous finalisez trop votre photo, la personne qui va capter la photo ne pourra pas y intégrer sa propre personne, sa propre culture, ses propres croyances, etc. Et du coup, eh bien, si le message est trop évident, eh bien, il va le rejeter. Il lui faut avoir de la place pour réaliser ce fameux coloriage. Donc, cette simplification, ça offre plus de place pour la sensation et l'émotion. Alors, si on va jusqu'à l'abstraction, hein, où là, il n'y a plus de représentation du réel, l'imagination peut aller encore plus loin. Et c'est pour ça que l'abstraction plaît à un certain nombre de gens qui peuvent y incorporer une partie d'eux-mêmes. Alors, si on regarde un peu plus loin ce processus, donc on a vu qu'il y avait une étape de perception, de relation et de traduction, tout ça va très très vite, hein, évidemment. On peut estimer un résultat brut instantané qui peut être capté entre 1 et 3 secondes. Et dans ces 1 à 3 secondes, avant qu'il y ait un travail plus intellectuel qui se réalise, on peut avoir 6 états. Alors on peut avoir des états, plusieurs états en même temps, hein, mais on peut avoir 6 états distincts. Donc le premier état, c'est ce qu'on appelle le confort. C'est-à-dire que ce que je vois me met en sécurité. C'est quelque chose que je connais, ou sur lequel je suis en réassurance. J'ai toutes les réponses parce que ce sont des éléments que je connais. Voilà. Donc j'accepte l'image parce qu'elle est assez confortable et qu'elle correspond à ma culture. L'émotion, alors évidemment, l'émotion, c'est l'état que l'on recherche évidemment en photographie. Donc là, c'est l'étape des sensations, du plaisir. Il peut même y avoir quelques gènes, hein, mais qui ne va pas motiver le rejet de la photo. Hein. Alors ensuite, j'ai mis l'état de sidération. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré, le mot sidération, mais c'est l'effet de surprise. Il y a un élément qu'on ne connaît pas ou qui nous surprend à l'intérieur de l'image. Et là, c'est la nouveauté, l'originalité, enfin, tous ces éléments qui peuvent... Alors, c'est un état qui est très recherché, évidemment, en photographie. Ensuite vient l'étape du rejet. Alors, enfin, elle ne vient pas ensuite, hein, c'est un état qu'on peut avoir tout de suite. Hein. C'est-à-dire que l'image ne nous plaît pas, elle ne correspond pas à nos références, elle ne nous attire pas particulièrement, ça peut être même une atteinte à nos valeurs, et puis il n'y a pas de place pour le coloriage, c'est-à-dire que c'est tellement plein d'évidence, c'est du vu, revu, là, je la rejette, elle ne m'intéresse pas, et puis elle est un peu contraire à mes valeurs. Il y a l'indifférence, c'est... Là, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vu, revu, déjà vu, ou alors le sujet ne m'intéresse pas, c'est pas dans ma culture. Donc là, j'ai une attitude assez neutre, j'y ai pas d'intérêt, donc il y a trop d'évidence, et donc je vais zapper la photo. Et puis, dernier état, c'est l'intrigue. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qu'il y a sur la photo, ça m'interpelle, et là, je vais chercher. Alors, c'est un réflexe du cerveau, c'est-à-dire que si le cerveau a la patience de chercher, il peut chercher longtemps. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, donc on est en arrêt, un peu comme le chien qui est à la chasse, il est en arrêt. On est en arrêt et on va chercher à quoi correspondent les éléments qui, pour le moment, n'ont pas de signification pour moi. Alors, on va reprendre ces étapes photo par photo. Donc, voici une photo d'un ours. Donc là, c'est l'étape de confort. Donc, cette photo est assez confortable, hein, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est un ours. Alors, il y a un capital sympathie, parce que l'ours, voilà, il y a des éléments évocateurs par rapport à l'écologie, un certain nombre de choses. Donc là, je suis en confort, c'est conforme à ma vision du monde, voilà. Donc, c'est une image qui ne me sidère pas, qui ne m'intrigue pas, que je ne rejette pas, mais je suis assez confortable avec. Ensuite, voici une image. Alors, j'ai pris toutes les images avec des ours polaires, pour qu'on reste un peu dans le même thème. Donc là, j'ai de l'émotion, parce que c'est assez... Alors, c'est à la fois spectaculaire, hein, de voir ce gros animal avec 2 enfants assez fragiles. Et là, alors là, il y a plein de choses. Hein. Donc, évidemment, la relation de l'enfant et de l'animal, l'écologie, hein, le message écologique qu'il peut y avoir derrière, les peluches qu'ils tiennent dans les mains, qui peuvent avoir des significations, des peluches qui sont un peu des animaux morts, etc., mais qui sont
en charge affective. Enfin bon, je vous laisse lire l'image comme vous le souhaitez. Voilà une image qui correspond à de l'émotion. Ensuite, voici une image qui, moi, m'a sidéré. Alors, elle est sidérante parce qu'on a l'impression que cet ours appelle à l'aide, il est en train de se noyer. Vous voyez tout le discours qu'il peut y avoir autour de l'écologie, hein, ces animaux qui sont en danger, hein, puisque la calotte glaciaire est en train de fondre, etc. Donc là, je suis un peu sidéré par cette photo, parce que cette main levée, enfin, ce n'est pas une main, c'est une patte, donne un caractère humain à cette photo. Voilà une photo sur laquelle j'ai eu de l'indifférence. Alors, là encore une fois, hein, je pars de ma vision. Je suis l'homo-rétinien de test, voilà. Mais évidemment, selon les personnes, la lecture sera totalement différente. Là, en l'occurrence, moi, cette photo me laisse indifférent. Bon, effectivement, on voit des rochers, il y a du ciel, d'accord, un ciel pas très intéressant. Et puis on voit au loin un ours, ok, il y a un ours. Bon, pour moi, cette photo me laisse un peu dans l'indifférence. Alors voilà une photo pour laquelle j'ai du rejet. Alors, je sais pas si c'est du réel, si c'est de la retouche Photoshop, ou... Bon, ça a l'air d'être du réel, hein, malheureusement. Bon, voilà, c'est une photo que je rejette, c'est contraire à mes valeurs. Quelle idée d'aller peindre des machins. Maintenant cette photo, elle m'est exposée, donc elle me renvoie aussi à un discours par rapport à l'écologie, etc. Bon, enfin voilà, bon... Je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait cette photo, si ce n'est de dénoncer des pratiques, de mauvaises pratiques. Alors voilà l'intrigue. Alors on sort des ours, et puis d'un seul coup, on revient à l'abstrait. Bah oui, parce que l'abstrait, c'est pas d'ours, évidemment. Donc là, j'ai mis une photo qui est une photo toujours de Carlos Caicedo, hein, bon, qui est quelque chose d'abstrait. Alors évidemment, je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, ce sont des feuilles de canson qui sont éclairées par des flashs. Voilà, mais il a mis un espèce de trait comme en rose, là, ou fuchsia. Voilà, bon. Là, je suis intrigué par l'image, je ne sais pas ce que c'est, alors je vais chercher pour savoir ce qu'il y a derrière. Et pour compléter un peu cette étude sur la simplicité, je vais vous proposer de regarder les travaux de John Maeda. Alors, John Maeda est un designer, un excellent artiste, qui a travaillé plutôt sur l'objet en tant que objet simple, beau, etc., mais aussi objet simple à utiliser. Donc il est designer d'objets. Alors il a été pour Cartier, Shiseido, Sony. Il a même travaillé sur l'iPod et le système de roulette de l'iPod pour simplifier l'usage de ce petit baladeur. Voilà. Alors les règles qu'il a édictées sont des règles pour le design, mais en fait elles sont transposables pour la photographie. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Sa première règle consiste à dire qu'il faut absolument réduire d'une manière méthodique les éléments dans une photo. Donc voici une photo qui a été prise par un photographe pour une exposition. Et donc moi j'avais comme tâche de simplifier l'image et puis de la préparer pour l'exposition. Donc j'ai simplifié l'image, donc vous voyez, j'ai enlevé tout le décor qu'il y a derrière, j'ai enlevé les canards qui sont à moitié coupés, etc., etc., pour arriver à une image beaucoup plus simple. Donc la première des lois, c'est bien sûr la réduction. Ensuite, en parlant de réduction, on va regarder un petit peu ce qu'a fait Andreas Gursky. Alors l'image qui est en bas, là, qui est célèbre, puisqu'elle s'est vendue aux alentours de 4 millions de dollars, je crois, qui est une photo du Rhin. En fait, cette photo a été simplifiée, puisqu'il y avait sur cette photo, à l'origine, il y avait des promeneurs, il y avait également une usine, etc. Donc il a enlevé tout ça avec Photoshop, et il en a fait cette image, qui est devenue l'image la plus chère. Alors, entre la simplicité et la complexité, la frontière n'est pas aussi évidente que ça. Vous voyez, par exemple, ces deux images sont des images simples. Celle de gauche, malgré le nombre très important d'éléments qui composent l'image est quand même très simple, dès lors qu'on a repéré que ce sont des humains qui confectionnent la géométrie des choses. Après, l'apparence géométrique est très simple.
Donc en fait, entre ces deux images, on a le même principe de simplicité. Deuxième loi, c'est l'organisation. Donc il dit, avec une organisation, un ensemble composé de nombreux éléments semble plus réduit. Hein, c'était le cas de la photo qu'on a vue avant, la photo de Gursky. Là, j'ai repris deux autres exemples. Là, il y a une série de portes. Et puis en bas, ce sont des gens qui travaillent dans des marais salants ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc des images qui ont beaucoup d'éléments, mais qui au final sont assez simples. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, que de faire simple. La troisième loi, c'est le temps. Alors, cette loi ne s'applique pas véritablement à la photographie, parce que lui, il l'applique dans le sens de l'utilisation de l'objet, du design, etc. Malgré tout, on pourrait assimiler cette loi au fait que plus l'image est lisible, moins on y passe de temps à la lire, plus elle paraît agréable à celui qui lit l'image. La quatrième loi, c'est l'apprentissage. La connaissance simplifie tout. Sur l'image de gauche, là, c'est une image hyper simple, et j'ai mis en dessous ma référence culturelle qui est à la manière de Edward Hopper, qui est un peintre américain. Voilà, et c'est vrai que je retrouve un peu le même style, la colorimétrie, etc., de Edward Hopper. Le fait que cette image me fasse faire référence à autre chose va me faire plaire l'image, enfin, dès lors que j'aime Edward Hopper, etc., etc. En revanche, l'image qu'il y a sur la gauche n'évoque rien pour moi, parce que c'est pas mon domaine de connaissance que les outils, enfin là je pense que c'est une excavatrice, hein, un engin de chantier qui sert à récolter du minerai ou des choses de ce genre. En fait, moi j'y connais rien du tout, et du coup, moi cette image me laisse assez indifférent. Voilà. La cinquième loi, c'est la différence. La simplicité et la complexité ont besoin l'un de l'autre. Oui, c'est un peu l'opposition, c'est-à-dire que le monde étant extrêmement complexe, le cerveau ayant besoin de simplifier, il se plaît mieux dans la simplicité que dans la complexité, pour ce qui est de la lecture d'une image. En revanche, le cerveau aime la complexité aussi. Vous voyez, c'est assez ambivalent. Le cerveau est de temps en temps attiré vers la complexité, de temps en temps attiré vers la simplicité. Dans le cadre de l'image, il aura tendance quand même à être intéressé par la simplicité. La sixième loi, c'est le contexte. Tout ce qui se trouve en périphérie de la simplicité n'est absolument pas périphérique. Donc effectivement, mon personnage principal, c'est la dame avec le parapluie, là, et donc derrière, il y a un environnement qui va connoter en fait mon personnage. La relation entre le fond et le sujet est évidemment important. L'émotion. Alors là, c'est une espèce de trait d'humour qu'il met là-dessus. Il dit « mieux vaut plus d'émotion que moins ». C'est-à-dire que jusque-là, dans le cadre de la simplicité, il nous demande de réduire. Donc c'est plutôt vers la réduction, la simplicité. Mais sauf pour l'émotion, parce que l'émotion, ça, il n'y a pas de problème. Il dit « vous pouvez en mettre autant que vous en voulez, il n'y aura jamais de limite ». La confiance, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure dans la perception que peut avoir le cerveau d'une image. Dans la simplicité, nous avons confiance. Voilà. Ce que j'appelais, moi, le confort, la confiance, etc. L'échec, eh bien, en fait, certaines photos ne sont pas simplifiables. C'est très difficile. Donc voilà une photo qui est à la fois complexe, pas très intéressante. Je dirais que le photographe aura tendance à la passer et à ne pas s'en préoccuper. Dernière loi, la loi dite cardinale. En fait, John Maeda nous dit, voilà, si on devait éliminer pour simplifier, si on devait éliminer les 9 premières lois, il ne faudrait en garder qu'une, c'est la 10e. La simplicité consiste à soustraire ce qui est évident et à ajouter ce qui a du sens. Voilà. Donc là, si j'avais eu une image, l'image initiale, j'aurais eu la plage, les deux personnages, la mer, le ciel, enfin bon, ça aurait été une image relativement banale.
là par la retouche et puis l'adjonction d'un ciel sur cet escalier, ça y est, le photographe nous emmène dans un autre univers et nous envoie un autre message. Donc 2 personnes âgées qui vont monter un escalier vers le ciel. Voilà, je vous laisse lire l'image comme vous le souhaitez. Donc en conclusion, et en complément à ce qu'on vient de voir des règles de John Maeda, donc trop de choses évidentes dans une photo lasse le lecteur, ça c'est sûr, et sous-estime son intelligence et bride son imagination. Voilà. Donc il faut laisser de l'espace pour le lecteur, hein, c'est la théorie du coloriage, pour sa culture, son imagination, la sensation, l'émotion, etc. Ne pas tout décrire, ne pas tout mettre dans l'image, forcément. Alors c'est compliqué ce que je viens de dire, hein, mais voilà, c'est ça aussi la simplicité. Le cadrage, évidemment, contribue à la simplicité, et donc il faut essayer de rendre plus claire une image, avec moins de complexité, plus d'intention peut-être, mais ne pas évidemment confondre clarté et simplicité et simplisme, ou être simpliste, voilà, c'est pas le but non plus. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre quel est l'univers de la lecture de l'image, entre le premier chapitre qui était consacré au langage de l'image, où on avait vu la gestalt, et puis bien sûr la sémiologie, et cette deuxième vidéo qui consacre un temps à expliquer la théorie du coloriage, qui est vraiment indispensable, de vouloir simplifier et de laisser de l'espace pour le lecteur. Voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.